Bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes comme toujours à l'Assemblée nationale au cœur des travaux parlementaires. Aujourd'hui, les députés auditionnent Laurence Wiśniewski. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Elle a été députée ici de 2017 à 2024 et c'est le nom proposé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour siéger au Conseil constitutionnel. Alors Laurence Wiśniewski va répondre aux questions des députés de la Commission des lois et ces mêmes députés voteront ensuite pour ou contre cette nomination. Si elle est validée, l'ex-député siégera donc au Conseil constitutionnel à compter du mois de mars. La séance est ouverte. À tout à l'heure. Messieurs les députés, tout d'abord, bonjour. Et je voudrais vous dire combien je suis émue de me retrouver dans cette commission des lois, au sein de laquelle j'ai eu tant de plaisir, d'intérêt et de passion parfois à travailler, à défendre des amendements, parfois de façon vive, mais toujours constructive et respectueuse des avis de tous. Je voudrais aussi, avant toute chose, remercier la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui me fait l'honneur de proposer ma nomination au fin de siéger au Conseil constitutionnel. Je mesure, soyez-en certains, l'importance de ces fonctions, surtout à un moment où nos institutions sont critiquées de toutes parts. Et je mesure aussi l'importance de la confiance qui m'est accordée. Je suis fière d'avoir été la vice-présidente de Yaël Braun-Pivet à la Commission des lois pendant 5 ans et d'avoir siégé à ses côtés au sein du bureau pendant un peu plus de 2 ans. Je le reconnais, je suis tout à fait admirative de son parcours. Alors, l'usage voudrait maintenant que je me présente et que je vous dise tout de suite quelques mots de mon parcours. Mais si vous me le permettez, et dans la mesure où il y a eu beaucoup d'articles de presse et de commentaires ces derniers jours sur le mode de désignation et la compétence requise des candidats aux fonctions de membres du Conseil, je voudrais, même si je n'ignore pas que je suis concernée aujourd'hui, mais je voudrais vous faire part de ma position. Ce sujet n'est pas nouveau, mais évidemment, il a été relancé à la faveur de ce renouvellement qui interviendra dans les premiers jours de mars. Certains considèrent que les membres du Conseil devraient être désignés par un collège d'experts, qu'il s'agisse d'assemblées générales des plus hautes juridictions ou de collèges de professeurs d'université, par exemple. Pour ce qui me concerne, je pense que les autorités de nomination doivent être de manière directe ou indirecte issues du suffrage universel. Et c'est le cas en France. Cette position de ce lien direct ou indirect avec le suffrage universel, elle se justifie, à mon sens, par l'office du Conseil, qui est, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, notamment de réguler les pouvoirs publics, l'activité des pouvoirs publics. Et dans ces conditions, il m'apparaît qu'une telle mission de désignation justifie que l'autorité de nomination, qu'une telle mission du Conseil, pardonnez-moi, c'est l'émotion, mais qu'une telle mission justifie que l'autorité de nomination ne soit pas exclusivement technicienne. C'est mon point de vue. Je le répète, et surtout aujourd'hui, le lien du Conseil avec le suffrage universel, même s'il est indirect en l'espèce, est absolument indispensable. Faut-il imposer des critères aux candidats pressentis? Alors, je n'en suis pas certaine, sauf pour l'absence de condamnation au casier judiciaire, et je voudrais me référer à la proposition de loi de Stéphane Peu et de ses collègues, la proposition de loi constitutionnelle, que j'ai regardée, évidemment, et qui est intéressante, mais j'observe, puisque cette proposition de loi prévoit des critères, notamment s'agissant des compétences juridiques et de l'ancienneté d'au moins 3 membres au sein du Conseil, qui devrait avoir siégé, si je me souviens bien, enfin qui devrait avoir occupé des fonctions judiciaires ou administratives, dans la justice judiciaire ou administrative pendant 10 ans. Alors, j'observe
d'abord que ce serait très difficile à mettre en œuvre, compte tenu du mode de désignation par 3 autorités. Il faudrait que les 3 se mettent d'accord. Ce serait assez complexe. Et puis, j'observe aussi qu'en France, et ça c'est d'une manière générale, on a tendance à multiplier les réglementations, les critères, et qu'on se prive souvent. D'abord, on ne pense pas toujours à tout ce à quoi il faudrait penser, et ensuite, on se prive souvent de compétences qui viendraient d'autres secteurs. Moi, ce que je crois, et peut-être qu'on y viendra à ces critères, peut-être, mais pour ce qui me concerne, je pense que les auditions par les commissions des assemblées, comme celle d'aujourd'hui, sont préférables. Je rappelle qu'elles ont pour objet de permettre à la représentation nationale d'apprécier le parcours, la compétence du candidat et la légitimité de son parcours. Reste la question du vote. Alors, c'est un peu difficile pour moi de m'exprimer aujourd'hui parce que je fais partie de ceux, mais je l'avais dit en son temps, qui souhaiteraient que la proportion soit inversée. Mais la proportion du vote prévu au sein des commissions des lois de chaque assemblée. Je n'insiste pas parce que c'est un peu délicat pour moi de m'exprimer aujourd'hui sur ce sujet, mais si je le fais, c'est parce que je l'ai fait par le passé. Alors je crois que maintenant, le moment est venu de vous dire quelques mots de mon parcours et en quoi il me semble qu'il pourrait apporter peut-être un peu de fond au travail du Conseil constitutionnel. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la magistrature judiciaire. J'y suis entrée en 1977 et j'en suis sortie en 2017 lorsque j'ai été élue députée. Ça fait quand même 40 ans. Même au regard des 14 ans de vie politique que vous avez abordés, c'est la signification d'une implication très forte dans ma profession. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, 36 ans dans les cours et tribunaux, 3 ans à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. J'ai eu la chance d'être à la direction des affaires criminelles et des grâces lorsque Robert Badinter était ministre de la Justice. Et puis, j'ai passé 1 an au cabinet de Pierre Arpaillange, qui était le garde des Sceaux de Michel Rocard. Lorsque j'étais en juridiction, je voudrais vous dire que j'ai exercé des fonctions très diverses, aussi bien au civil, j'ai été civiliste, qu'au pénal, aussi bien au parquet qu'au siège. Et j'ai présidé le tribunal de grande instance de Chartres. À l'époque, ça s'appelait un tribunal de grande instance. Maintenant, c'est tribunal judiciaire de Chartres pendant 5 ans. Et pourquoi je vous détaille un tout petit peu ces fonctions, c'est parce qu'elles m'ont conduite à traiter des affaires de la justice quotidienne, si l'on accepte les 10 ans que j'ai passés à l'instruction financière. Et ces contentieux de tous les jours m'ont confronté pendant de très nombreuses années aux problèmes de nos concitoyens, qu'il s'agisse de loyers, de surendettement, de conflits de voisinage ou d'insécurité, lorsque je présidais des audiences correctionnelles qui traitaient de petite et moyenne délinquance. Alors je voudrais dire que pour moi, cette connaissance sensible de la vie des Français est utile lorsqu'on s'apprête à occuper des fonctions comme celles pour lesquelles je suis aujourd'hui candidate, surtout à un moment où beaucoup de critiques de nos concitoyens résident dans le fait que nos institutions seraient éloignées du quotidien, de leurs préoccupations quotidiennes. Par ailleurs, je voudrais vous dire que ce parcours a fait de moi une justice habituée aux débats contradictoires, marquée par le respect de l'adversaire, de la partie adverse, et surtout par l'idée qu'une décision n'est jamais prise avant l'audience. À cet égard, je suis très attachée à la collégialité parce que c'est elle qui permet la confrontation des opinions et qui garantit l'impartialité.
Et je vous rappelle, vous le savez, mais qu'au Conseil constitutionnel, la règle, enfin, il n'y a que la collégialité. Il n'y a pas d'audience à juge unique comme les avocats que vous êtes pour certains d'entre vous, les juristes que vous êtes pour certains d'entre vous connaissent dans nos juridictions ordinaires, si je puis dire. C'est une garantie de l'impartialité. Et puis, je voudrais vous dire que la démarche intellectuelle du juge judiciaire, mais administratif aussi, je me la connais moins bien, elle est très proche de celle des membres du Conseil constitutionnel. Pour les uns, il s'agit d'apprécier si le comportement des justiciables entre dans les prévisions de la loi, et pour les autres, il s'agit de vérifier si les lois sont conformes à la Constitution ou si elles ne sont pas contraires à un droit ou à une liberté que cette dernière garantit. Et le tout, en appréciant et en conciliant des intérêts légitimes et juridiques, mais souvent juridiquement protégés en tout cas, mais souvent contradictoires. Et c'est ça toute la difficulté de la mission des juges en général, si je puis dire. Par ailleurs, de cette longue présence dans les juridictions, j'ai acquis la conviction que la prédictibilité était indispensable. Et je pense que si la jurisprudence doit évoluer, évidemment, comme la société évolue, en tout cas, et les revirements sont parfois nécessaires, en tout cas, la jurisprudence ne doit pas être erratique, parce que sinon on pourrait s'exposer, c'est peut-être une question que vous me poseriez, on pourrait s'exposer au gouvernement des juges. Et c'est la constance de la jurisprudence, la prédictibilité, à mon sens, sont deux considérations qui nous prémunissent. Pas seulement, on y reviendra peut-être. J'ajoute qu'au cours des 10 années que j'ai passées au pôle financier comme juge d'instruction, j'ai connu des situations extrêmement tendues. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué l'affaire Elf, il y en a eu d'autres qui comportaient des enjeux très lourds. Et je sais ce que sont des pressions et un environnement hostile. J'ai même dû être protégée pendant 2 ans, plus de 2 ans. Évidemment, les affaires soumises au Conseil constitutionnel ne sont pas de cette nature, mais cette expérience me permet de prétendre à une certaine capacité de résistance aux pressions, et ce qui est peut-être plus difficile, aux pressions amicales. Enfin, j'ai pratiqué, comme magistrat, la question prioritaire de constitutionnalité lorsque j'étais avocat général à la Cour d'appel de Paris. Et j'ai eu à me prononcer sur l'opportunité de leur transmission par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Et je me souviens, parce qu'il fallait aussi tirer les conséquences, évidemment, des décisions rendues, je me souviens des difficultés que tous les magistrats ont éprouvées à la suite de la décision rendue en matière de garde à vue. Le Conseil constitutionnel avait pris la précaution de différer l'application de la censure à 1 an, ce qui a permis au Parlement de voter une loi qui a mis en conformité notre législation, sans quoi beaucoup de nos procédures auraient été annulées et fragilisées. Ce fut une période assez intense. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, j'ai eu aussi la chance d'être élue, 2 fois comme conseiller régional, 2 fois comme députée. Alors, si mes mandats locaux m'ont familiarisé avec les problèmes que pose l'organisation territoriale, et je les ai surtout connus lorsque j'ai été élue en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque j'ai connu la fusion des régions, je dirais que ce sont mes 2 mandats de députée qui me semblent être un atout. Lors de la 15e législature, j'avais l'honneur d'être vice-présidente de cette commission des lois. Et pendant la 16e, j'ai siégé à la commission des affaires étrangères et au sein du bureau de l'Assemblée comme secrétaire. Si je dois retenir un travail en particulier qui couvre ces 2 législatures,
C'est notre proposition de loi en collaboration avec Philippe Gosselin, que je salue, je crois qu'il vient d'arriver, sur la réforme des actions de groupe. Ce travail parlementaire a été un travail, du point de vue parlementaire, je le revendique, tout à fait exceptionnel. Parce que c'est un travail qui a commencé par une mission, un rapport, une mission d'évaluation, un rapport de mission, une proposition de loi, la saisine par la présidente de l'Assemblée du Conseil d'État, et ensuite un vote, je résume tout cela, mais un vote en première lecture à l'Assemblée nationale à l'unanimité des présents. Et je me souviens bien de ce jour-là parce que c'était le 8 mars 23, la journée des femmes. Mais bref, c'était une manière de me souvenir du jour. Et je voudrais vous remercier d'avoir permis, dans le cadre de l'examen des DADU, bref, d'avoir permis le rétablissement de cette proposition de loi après sa mésaventure, je vais la qualifier comme cela, au Sénat. Ces 2 mandats, et puis j'ai suivi lundi les travaux de l'hémicycle. Je les ai suivis d'un peu loin parce que c'est vrai que j'étais concentrée sur cette échéance d'aujourd'hui. Mais enfin, voilà, je me dis que ce travail parlementaire mérite de prospérer. Ces 2 mandats, ils m'ont permis de connaître de l'intérieur les mécanismes concrets d'élaboration de la loi. Et bien sûr, je considère que c'est aussi une expérience utile pour un membre du Conseil constitutionnel. Je me souviens aussi avec émotion des dispositions que j'avais identifiées ou qui m'avaient semblé contraires dans certaines propositions de loi ou projets de loi, contraires à la Constitution, et d'échanges assez vifs en hémicycle, notamment s'agissant de ce fameux article 24 très médiatisé à l'époque de la proposition de loi sécurité, pour une sécurité globale, je crois que ça s'appelait comme ça. Bref, qui prévoyait une nouvelle incrimination hein, s'agissant de la diffusion d'images de forces de police en action dans le but de porter atteinte à leur intégrité, enfin je le restitue de mémoire, physique et psychique. Et alors, tout cela m'avait semblé ne pas pouvoir prospérer dans la mesure où une atteinte à l'intégrité psychique, c'est assez vague. Et puis surtout, c'était une sorte de délit d'intention parce que dans le but de porter atteinte, mais comment, il n'y avait pas de spécificité. Je me souviens de ces échanges passionnants. Je me souviens aussi des dispositions en matière de visioconférence, puisqu'il avait été prévu dans la loi de programmation, la première loi de programmation justice, qu'on pourrait refuser à un détenu de comparaître devant son juge en personne, et on pourrait lui imposer une visioconférence. Et là, je suis un peu vaniteuse, mais c'est vrai que j'ai été heureuse des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur ces sujets. Alors, je voudrais dire aussi que lorsque j'étais au bureau, parce que c'est là où je rencontrais tous les groupes, je pense que, comme députée, j'ai entretenu des relations courtoises et respectueuses avec mes collègues de l'ensemble des groupes, sans exclusive. Et je voudrais vous dire que je maintiendrai cet état d'esprit au Conseil constitutionnel si vous confirmez la proposition qui vous est soumise. Je terminerai, pour être exhaustive, je vous dirai aussi que j'ai eu la chance d'être auditrice de la 52e session de l'Institut des hautes études de défense nationale. Ce n'est pas directement en lien, évidemment, avec les attributions du Conseil constitutionnel, mais je dirais que c'est une ouverture importante sur tous les enjeux qui sont ceux de notre société. Et puis, j'ai aussi modestement enseigné 5 ans. Enfin, enseigné, je ne suis pas professeur, mais j'ai assuré un enseignement à l'Institut d'études politiques de Paris sur les fondements du droit. Et compte tenu
là, ça pourrait peut-être être utile à un futur membre du Conseil constitutionnel, non pas dans ses fonctions juridictionnelles, puisqu'on peut dire que ce sont la plupart du temps des fonctions juridictionnelles, mais dans sa mission d'initiation qui a été largement développée par le président sortant. Cela pourrait être utile. Moi, je crois qu'il faut aller dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, dans les juridictions. Il faut faire connaître la Constitution, que beaucoup de nos concitoyens ne connaissent pas. Il faut leur dire combien elle est importante pour notre vie de tous les jours. Alors, pardonnez-moi si j'ai été trop longue, mais il fallait que je vous exprime tout cela. Et je voudrais terminer ce propos liminaire en vous disant que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je mesure chaque jour, un peu plus la difficulté des fonctions auxquelles je postule. Et c'est pourquoi je ne peux les aborder qu'avec prudence et humilité. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il faut que je réponde à monsieur le rapporteur ou à... Alors, c'est comme vous le souhaitez, Madame Laurent-Vichnievsky. Vous pouvez répondre maintenant et nous aurons ensuite une série de questions de toute façon de l'ensemble de nos collègues. Alors, je ne sais pas si j'ai tout noté, monsieur le rapporteur, mais vous aviez évoqué l'impartialité, la légitimité. Je crois quand même y avoir répondu en partie, au moins dans mon propos liminaire, mais je voudrais ajouter que s'agissant de l'impartialité, il y a beaucoup de mécanismes et bien connus des magistrats qui permettent d'assurer l'impartialité, et notamment la pratique du déport, d'ailleurs, que vous avez évoqué, et que j'ai moi-même mise en œuvre lorsque j'étais magistrat. Je crois que je l'ai précisé dans mes réponses au questionnaire. Je me souviens qu'en tant qu'avocat général, et alors que j'étais conseillère régionale Europe Écologie, j'avais eu une affaire qui mettait en cause un collectif anti-publicité. Je ne connaissais absolument personne, aucun des protagonistes de cette affaire, aucun. Mais, et en cela je réponds à l'apparence aussi, parce que, comme je l'ai dit, il ne suffit pas que la femme de César soit innocente, il faut que chacun en soit convaincu. Et donc, j'avais demandé à la cour d'appel, devant laquelle je requérais, de renvoyer cette affaire, parce que je pensais qu'en termes d'apparence au moins, mon impartialité aurait pu être contestée. Alors, il y a aussi d'autres mécanismes, la récusation, la publicité des saisines, des audiences, qui permettent d'assurer pour tous les membres, d'ailleurs, cette impartialité. Sur la légitimité, je crois que... Alors, j'espère en tout cas vous avoir convaincu avec la présentation de mon parcours professionnel. Sur le mode de désignation, j'ai tenu à y répondre tout de suite. Donc, je crois qu'il n'y a plus de sujet. Et ensuite, vous m'avez demandé si je concevais le Conseil constitutionnel comme un contre-pouvoir. Le Conseil constitutionnel se définit lui-même comme un régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Il se juridictionnalise de plus en plus. Donc je crois que c'est la réponse à votre question. Merci beaucoup. Nous en passons donc aux questions posées par nos collègues députés. Je le rappelle, comme ce matin, ce sont des votes individuels et par conséquent, vos prises de parole le sont également. Elles sont donc de 2 minutes. Je donne immédiatement la parole à Madame Sophie Blanc du Rassemblement national. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous auditionnons cet après-midi la personnalité choisie par la présidente de notre Assemblée pour siéger au Conseil constitutionnel. Ce choix nécessite, sinon l'aval de notre commission, du moins notre absence de rejet au 3/5. Il va sans dire que le choix de la présidente Braun-Pivet, d'une personnalité politique proche de son camp, ne peut satisfaire, là non plus, le groupe Rassemblement national. Néanmoins, par respect pour les institutions, nous avons choisi de nous focaliser, pas tant sur votre passé que sur votre manière d'envisager cette fonction, ô combien importante dans notre démocratie.
Je précise que, comme cela a pu être dit publiquement, mon groupe, fidèle à sa stratégie d'opposition constructive, attend ces auditions et singulièrement vos réponses pour acter son vote. Madame Wiśniewski, le Conseil constitutionnel a par le passé pris des décisions qui sont apparues pour beaucoup de Français aller au-delà de ses compétences de vérifier la conformité des textes à la Constitution et il a pu devenir un véritable constituant. J'illustrerai mon propos par la décision du 6 juillet 2018 sur le concept de fraternité, décision dont la portée a véritablement créé du droit constitutionnel sans l'aval du peuple français ou de ses représentants. En effet, je n'imagine pas un seul instant que lorsque le peuple français a avalisé la Constitution le 28 septembre 1958, il imaginait une telle interprétation de l'un des mots de la devise de la République, fraternité. Ma question est finalement simple. Considérez-vous que seul le peuple et le Congrès aujourd'hui ont le pouvoir constituant? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Pauline Levasseur pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Madame, vous êtes auditionnée dans le cadre de votre candidature au Conseil constitutionnel, un organe clé dans le contrôle de la constitutionnalité des lois et de l'interprétation de la Constitution. Dans le contexte de l'examen des amendements parlementaires, une question importante qui se pose est celle de leur recevabilité, notamment lorsque des divergences apparaissent entre les chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. En effet, nous avons pu constater que des amendements qui ont été déclarés recevables en vertu de l'article 40 ou de l'article 45 de la Constitution par l'administration d'une commission au fond de l'une des deux chambres et qui ont été opérés fassent l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel ou même qu'il y ait une lecture différente sur ces types de recevabilité entre les administrations des commissions au fond des deux chambres. La loi immigration a mis en lumière les difficultés que pouvaient provoquer ces divergences d'interprétation. Selon vous, dans quelles circonstances le Conseil constitutionnel devrait-il intervenir pour évaluer ces amendements et déterminer leur conformité? Est-il possible, selon vous, d'améliorer la procédure législative afin de réduire ces divergences et prévenir les censures qui en découlent? Enfin, comment envisagez-vous le rôle du Conseil constitutionnel dans la préservation de l'équilibre institutionnel entre l'Assemblée nationale, le Sénat et l'exécutif face à ces problématiques liées à la recevabilité des amendements? Je vous remercie. Merci beaucoup. Élisa Martin, pour le groupe La France Insoumise. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chère Madame, vous vous en doutez, la France Insoumise ne voit pas d'un très bon œil toutes ces nominations qui vont constituer un Conseil constitutionnel extrêmement politisé. Ainsi, les questions d'indépendance et d'impartialité se posent avec acuité. Monsieur le rapporteur l'a très bien souligné tout à l'heure et je me permets de vous dire, en toute courtoisie, que les réponses que vous avez faites dans le questionnaire sont plutôt lisses et attendues, mais restent peu convaincantes parce que vous avez le CV que vous avez, l'histoire que vous avez. Et quand bien même vous donneriez gage d'une bonne volonté, le défaut de ces nominations politiques est structurel. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je souhaiterais pour ma part vous interroger sur un point assez précis, mais qui pourrait nous révéler beaucoup sur ce que vous pensez réellement du rôle du Parlement et de ce que vous pensez de la fonction du contrôle de l'exécutif que doit avoir ce Parlement, et par là même des rapports entre le Parlement et le Conseil constitutionnel. En 2020, le Conseil constitutionnel a opéré un revirement important de jurisprudence en se déclarant compétent, une fois le délai d'habilitation expiré, en cas de saisine à l'occasion d'une QPC sur des ordonnances non ratifiées intervenant dans le domaine de la loi. Il existe donc depuis une incertitude sur la nature juridique des ordonnances qui semblent avoir valeur de loi alors qu'elles n'ont même pas été ratifiées. De fait, le Parlement perd totalement son contrôle sur les dites ordonnances et il en résulte que nous pourrions appeler, et c'est coutumier désormais, des sortes de 49.3 déguisés, puisque des textes seront loi sans le vote final des parlementaires. En mars 2024, vous étiez co-signataire avec le groupe MoDem d'un amendement qui posait cette difficulté en disant expressément que les ordonnances seraient caduques si elles n'avaient pas été ratifiées par le Parlement. Qu'en est-il aujourd'hui et que pensez-vous de cela dans une situation où le Parlement est plutôt très maltraité par le pouvoir exécutif ?
Merci. La parole est à Colette Capdevielle pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame Wiśniewski, vous avez fait une remarquable carrière professionnelle dans la magistrature à des postes clés. À l'époque, ce n'était pas évident pour des femmes dans ce métier, et dans lesquels vous avez vraiment fait preuve d'une indépendance totale. Et ce, face à de redoutables justiciables qualifiés de VIP, qui s'étaient donné les moyens d'avoir aussi des défenses redoutables. Moi, j'ai particulièrement apprécié le travail que vous avez fait à ce moment-là, et vous avez vraiment beaucoup contribué à donner une image très positive de la haute magistrature. J'ai aussi apprécié votre réflexion pour une réforme de la justice pénale, même si les vents, malheureusement, ne soufflent pas en ce sens actuellement, loin de là. Vous avez aussi un parcours d'élu et de parlementaire, et lors de votre dernier mandat, vous vous êtes opposé à la loi dite Molac sur les langues régionales. Et vous avez été signataire d'un recours avec la saisine du Conseil constitutionnel, et cela a abouti à la censure partielle du texte, d'un texte qui portait pourtant beaucoup d'avancées, en particulier sur l'enseignement immersif et le financement des écoles. Ce texte avait pourtant été très largement adopté par tous les députés sur l'ensemble des bancs de notre Assemblée. Alors, dans notre pays, il y a de multiples et magnifiques langues régionales qui sont parlées, enseignées, diffusées. Dans ma circonscription, il y en a deux, le basque et le gascon. Ces langues font partie de notre patrimoine et elles risquent de disparaître, ce qui serait véritablement une catastrophe. La pratique des langues régionales ne porte absolument pas atteinte à la langue française. Il n'est pas question d'y toucher, bien évidemment. Et je souhaiterais connaître votre position à ce sujet parce que j'ai été moi-même interpellée dans ma circonscription au sujet de votre recours devant le Conseil constitutionnel. Allez-vous combattre à votre futur poste les langues régionales ou allez-vous tout simplement les défendre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Olivier Marleix pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. La seule condition, je crois, pour remplir le devoir d'ingratitude que le doyen Vedel jugeait nécessaire pour les membres du Conseil constitutionnel, c'est la solidité juridique, la fermeté des principes juridiques fortement ancrés, j'ai envie de dire le surmoi juridique qui protège en quelque sorte du ça politique. Et à l'évidence, Madame Wiśniewski, tout dans votre carrière de magistrate, ces 40 années, tout dans le courage avec lequel vous avez piloté un certain nombre de ces dossiers, on pense à l'affaire Elf, on pense à l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, on pense aux frégates de Taïwan, il y en a eu un peu pour tout le monde, montre à la fois votre courage, votre solidité et la force de votre engagement. Et votre engagement politique, j'ai envie de dire, il a aussi consacré indiscutablement une forme d'indépendance à l'égard d'indépendance d'esprit, en tout cas à l'égard de différentes formations politiques. Et puis je veux témoigner, pour avoir siégé avec vous dans cette commission, de l'indépendance qui vous a animé aussi dans l'approche des différents travaux législatifs qu'on a eus en commission. Vous avez eu des engagements forts sur notamment la lutte contre la corruption, la prévention des conflits d'intérêts, le renforcement des obligations de transparence. Ça m'amène à vous poser 3 questions. La loi Sapin II a omis à l'article 25 de cibler les membres du Conseil constitutionnel comme éventuel objet d'un lobbying. Faut-il demain les y inclure? Ça dépend du législateur, évidemment. Deuxième question, les règles de déport et de prévention des conflits d'intérêts semblent manquer un peu de transparence, de clarté au sein du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'elles vous paraissent aujourd'hui suffisamment garanties? Et puis, in concreto, j'ai envie de dire, un membre du Conseil constitutionnel qui aurait validé à une voix, par exemple, sa nomination, qu'il devrait à l'abstention massive d'un groupe parlementaire, et qui aurait demain à juger, ou dans quelques semaines, à juger d'une QPC sur l'exécution provisoire décisif pour le chef de ce groupe, devrait-il prendre part à la délibération? Merci, Monsieur Marleix. À la lecture des réponses que vous avez communiquées à notre rapporteur, je voudrais aborder 2 sujets. D'abord, sur la protection des droits des parlementaires et en particulier du droit d'amendement. Depuis 2008 avait été acté le principe de recevabilité en première lecture de tout amendement présentant un lien, même indirect, avec le texte mis en discussion. La pratique a montré que le Conseil constitutionnel a ignoré cette avancée. Ce n'est pas anodin en pratique parce qu'il devient difficile pour un député de proposer des mesures qui ne collent pas parfaitement avec l'objet initial du texte.
Je pense que le problème est que cette jurisprudence constitutionnelle est injustement restrictive et qu'elle va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de notre Constitution. Quelle est votre position sur ce sujet et pourriez-vous soutenir un revirement jurisprudentiel? Second point, sur la participation des députés sénateurs de la défense de leurs textes devant le Conseil constitutionnel. Il y a de plus en plus d'initiatives parlementaires avec des propositions de loi qui sont amenées à passer le filtre du Conseil. Or, la défense de ce PPL se fait par le gouvernement. Les députés peuvent tout juste faire des observations via les portes étroites qui ne seront pas forcément prises en compte. Pourquoi ne pas permettre formellement aux parlementaires de défendre leurs textes de vive voix devant le Conseil constitutionnel et d'amener le Conseil à tenir compte de ses argumentaires? C'est essentiel, surtout si on prend le cas d'un texte qui aurait été adopté contre l'avis du gouvernement. Seriez-vous favorable à cette évolution? Je vous remercie. Merci beaucoup. Emeline Carvilly pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Madame Wiśniewski, j'ai quelques questions. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, notre groupe, avec comme premier signataire Stéphane Peu, a déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à réformer en profondeur cette institution et la nomination de ses membres. Parmi ces mesures, notamment la parité entre les hommes et les femmes, le renforcement des compétences et d'expérience accrues en matière juridique des membres du Conseil constitutionnel, dont 3 d'entre eux au moins devraient avoir la qualité de professeur de droit des universités ou de juge ayant exercé effectivement au moins 10 ans. Je pense que sur ces deux conditions, étant vous-même une femme et un juge ayant exercé plus de 10 ans, vous pourriez peut-être nous rejoindre. Nous demandons également que le président puisse être élu par ses pairs à chaque renouvellement triennal. Et la nomination de M. Ferrand juste avant vous nous interroge et nous oblige à aller dans ce sens. Nous exigeons également pour plus d'indépendance et de moralité que d'anciens ministres ou d'anciens membres du Parlement dont la fin du mandat est proche, en tout cas récente, à moins de 10 ans, ne puissent pas siéger. Et enfin, nous exigeons qu'il n'y ait pas de condamnation. J'imagine que vous avez très certainement une opinion sur cette proposition. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Et notamment sur la dernière proposition qui est la possibilité de faire état d'opinions séparées dans les décisions du Conseil constitutionnel. Vous qui, en tant que magistrate, devez être très attachée à l'indépendance de la justice, j'imagine que vous l'êtes autant de l'indépendance de la justice constitutionnelle. Merci. Nous en terminons pour cette première série de questions avec celle de Mme Barège pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous avons tous conscience que c'est un moment très attendu et en même temps très important pour notre République, pour notre démocratie, que l'élection de ces magistrats au Conseil constitutionnel. Ce matin, nous avions tous en tête un profil type, un juriste qui ait de l'expérience, qui soit déontologiquement conforme et qui donc amène beaucoup de simplicité et de transparence. Je dois dire qu'à l'audition du rapport, mais également de vos propos, j'étais assez séduite parce qu'il me semble qu'on a trouvé le profil idéal. Une magistrate très expérimentée, puisque vous avez connu toutes les juridictions, civiles, pénales, jusqu'à la Cour de cassation. Vous avez été parlementaire, vous avez été élu local. Donc vous avez une expérience de la vie. Et sur le plan de la déontologie, je pense que vous aurez moins de problèmes de déport que le candidat précédent. Donc, pour toutes ces raisons, moi, j'ai une question à vous poser. Si vous étiez nommé, est-ce que vous accepteriez le poste de présidente du Conseil constitutionnel? Ça mènerait de la parité dans une institution qui en a bien besoin quand on voit le caractère extrêmement serré de l'élection de celui qui est programmé pour piloter cette institution. Merci beaucoup, Madame Laurence Wiśniewski. Je vous laisse apporter vos réponses, vos analyses aux questions qui ont été posées par nos collègues députés, membres de la Commission des lois. Je vous en prie. Madame la députée Blanc,
vous avez fait état d'un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui auraient été critiquées, notamment une décision de 2018 qui retient le concept du principe de fraternité. Alors, et vous avez terminé d'ailleurs votre question, parce que je crois qu'elle était globale, en me demandant si c'était bien le peuple qui était le pouvoir constituant, si je me souviens bien. Alors, ce que je peux répondre avec la réserve qui doit être la mienne, parce que vous voyez, beaucoup de questions m'ont été posées en réalité soit sur des décisions qui ont été rendues très récemment par le Conseil constitutionnel, soit sur ce que pourrait rendre comme décision le Conseil constitutionnel. Or, je ne sais pas si c'est complètement normal, parce que si vous confirmez, je vais vous dire, moi j'ai des idées et j'ai des convictions. Alors, avec mesure, Madame la députée, pour une bonne raison, c'est que si vous deviez confirmer la proposition de nomination de la présidente Yaël Braun-Pivet, je pourrais être amenée, comme membre du Conseil constitutionnel, à statuer sur ces questions, toutes ces questions que vous posez. Et évidemment, là, pourrait se poser une difficulté d'impartialité, peut-être même d'indépendance. Alors bien sûr, je peux avoir les réserves d'usage dans mes réponses en vous disant, bon, là, ce ne sont pas des réponses de constitutionnelles, ce ne sont pas des réponses constitutionnelles, ce sont des réponses personnelles. Je vais m'exprimer autant que je pense pouvoir m'exprimer, s'agissant des questions que vous posez, mais il est certain que si ça doit concerner une question comme celle qui a été évoquée sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est pendante devant le Conseil constitutionnel, ça n'est juste pas possible pour moi de répondre. Alors, j'ai pris ces précautions d'usage. On me reprochait d'ailleurs souvent, lorsque j'étais députée, de ne pas critiquer les décisions de justice en me disant « mais bon, maintenant, tu n'es plus magistrat, tu peux y aller ». Bon, moi, je suis très attachée d'une manière générale à la séparation des pouvoirs. Et donc, c'est vrai que j'ai gardé ces réflexes de magistrat, même en étant députée. Et j'ai toujours été très réservée dans mes critiques des jurisprudences, parce que j'estime que chacun a son office. Et si on n'est pas satisfait d'une décision du Conseil constitutionnel, je me souviens d'une réplique de monsieur le député Marlex en hémicycle, le constituant, c'est nous. Mais c'est vrai. Alors, si il y a matière à, selon le constituant, à réviser la Constitution, pourquoi pas? Mais ça n'est pas à moi, en tant que candidate, de l'exprimer. Alors, donc, ce que je peux dire sur ce concept de fraternité, c'est qu'il paraît, à moi, il me paraît très large. Et il me paraît difficile à manier. Et je vous parlais tout à l'heure de prédictibilité. Et c'est vrai que là, je me dis que ce sera difficile de respecter cette prédictibilité s'agissant du principe de fraternité, parce que c'est si large qu'on peut se demander quel va être son domaine. Mais je ne peux pas mieux répondre. Et le constituant, je vous l'ai dit, le constituant, c'est vous sous certaines formes. Ce sont vous, les parlementaires, en respectant les formes de l'article 89 de la Constitution. Madame Levasseur, alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai peut-être pas été suffisamment attentive, si j'ai bien compris la question que vous m'avez posée, mais je crois qu'elle rejoint beaucoup d'autres questions qui ont été posées sur les cavaliers législatifs, en fait, et sur la recevabilité des amendements. Alors là aussi, autant que je l'estime possible, j'ai quand même fait part de la position qui était la mienne dans les réponses au questionnaire qui m'a été adressé par monsieur le rapporteur. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par des considérations statistiques sur l'augmentation des amendements et donc sur l'effet mécanique de l'augmentation des cavaliers législatifs, puisqu'on produit des textes de plus en plus longs. J'en ai souffert un peu, à titre personnel, mais on produit des textes de plus en plus longs.
on rédige de plus en plus d'amendements et donc mécaniquement, il y a de plus en plus de cavaliers législatifs. Il n'empêche, alors c'est ce que j'ai dit, j'ai répondu effectivement qu'il appartenait au Conseil constitutionnel, mais ça c'est peut-être un peu lisse, vous allez considérer que c'est un peu lisse comme réponse, mais de préserver l'équilibre entre... Alors, on peut appeler ça la sobriété législative, mais c'est en réalité la qualité du débat parlementaire et le droit d'amendement des parlementaires. J'ai ajouté qu'il m'était arrivé, peut-être assez souvent, de considérer que dans cette appréciation, la balance ne penchait peut-être pas suffisamment du côté du droit d'amendement. Voilà, je crois que j'ai répondu un peu, peut-être, mais globalement à toutes les questions sur les cavaliers législatifs, parce que je crois que ma position est assez claire. Je suis favorable à une interprétation qui remplisse de leurs droits les parlementaires, en respectant l'équilibre qui est prévu, parce que je vous rappelle, et c'est ça qui est compliqué, et j'ai dû beaucoup aussi me plonger dans cette réforme de 2008 avec l'amendement qui doit avoir un lien direct ou indirect. Oui, parce que c'est vrai que parfois on se dit mais mince, compte tenu de l'objet du texte, compte tenu des motifs, etc. Ben oui, mais c'est pas du tout ça. Il faut que ce soit en lien avec le texte initialement déposé à la première chambre. Donc c'est vrai que c'est restrictif. Et au départ, cet amendement avait été conçu comme une ouverture et il s'est révélé être plutôt un facteur restrictif. Alors, Madame la députée Martin, vous avez évoqué à nouveau les sujets d'indépendance et d'impartialité. Je crois que sur l'impartialité, j'ai beaucoup répondu dans mon propos liminaire et peut-être aussi dans mes réponses à monsieur le rapporteur. Sur l'indépendance. Alors, et puisque vous avez évoqué le livre que j'ai commis, entre guillemets, monsieur le rapporteur, je me rapporterai au titre, je me réfère au titre de ce livre, qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais qui reste un témoignage honnête, je le pense, encore aujourd'hui. Bon. Ce livre s'appelait Sans instruction. J'étais juge d'instruction à l'époque, alors il y avait une petite référence sémantique. Mais je crois avoir démontré que je répondais difficilement aux instructions qui pouvaient m'être données. Que ce soit en qualité de juge, j'étais indépendante. Je veux dire, j'étais juge du siège, j'étais indépendante. Mais je crois que la nature très diverse des affaires que j'ai instruites, mais ça se rapprocherait plutôt de l'impartialité. C'est souvent lié, hein, ces deux traits de caractère sont liés. Je crois avoir démontré dans mon exercice de magistrat que j'ai fait preuve d'indépendance. Je crois l'avoir démontré aussi dans mon exercice politique. Je me souviens lorsque j'avais commencé avec Daniel Cohn-Bendit et les Europe Écologie. Bon, j'avais été l'un des deux porte-parole nationaux et j'avais commis une tribune qui n'a pas du tout plu sur la nécessité de payer la dette et sur l'âge de la retraite. Et à partir de là, ça n'a pas pu prospérer. Ça n'a pas pu prospérer. Mais que j'ai eu tort ou raison, en tout cas, je ne suis pas revenue sur les convictions qui étaient les miennes. Et j'ai pris mes distances avec ce mouvement. Comme députée, et Dieu sait si je pense avoir été loyale à mon groupe, mais j'ai parfois voté plus en fonction de mes convictions qu'en fonction, non pas des directives, parce qu'au sein du mouvement auquel j'appartiens encore, mais je vous en dirai un mot, auquel j'appartiens encore, il y a un respect du vote et de la liberté de vote qui est très, très, très considérable. Mais enfin, il reste que je n'ai pas voté contrairement à mes convictions lorsque j'étais députée. Alors, sur l'indépendance, vous savez, ça n'est pas une compétence, l'indépendance. Hein. C'est vrai que c'est un état d'esprit.
Et alors, il y a l'état d'esprit, il y a le statut. Il y a quand même deux choses. Parce que l'indépendance, c'est pas toujours facile dans la vie, puis ça apporte souvent beaucoup de mauvaises surprises ou beaucoup de situations pas évidentes à vivre à titre personnel. Mais le statut peut faciliter cet état d'esprit. Et s'agissant du statut des membres du Conseil constitutionnel, j'observe qu'ils sont nommés pour un mandat unique, long, et qu'en fait, à part être membre du Conseil constitutionnel, on ne peut rien faire d'autre, et c'est très bien, à part des études universitaires. Mais comme pour les juges, c'est très proche. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que j'ai connu lorsque j'étais magistrat, étant précisé aussi que l'obligation de réserve est, à mon avis, une obligation majeure à respecter. Une obligation majeure à respecter. Je crois l'avoir fait lorsque j'étais magistrat, je revendique de l'avoir fait lorsque j'étais magistrat, et je le ferai si vous me faites confiance. Je le ferai en tant que membre du Conseil constitutionnel parce que je crois que c'est aussi une manière de répondre à ces critiques d'appartenance partisane. On peut avoir des convictions sans être partisan. Et ça, le statut et la collégialité et tous ces mécanismes que j'ai évoqués, à mon avis, le garantissent. Alors, peut-être que je suis un peu longue dans mes réponses. Alors, oui, je garde... Oui, mais j'ai vu, je ne sais pas pourquoi j'ai noté indépendance, impartialité, bon, bref. Et je reste... Bon, le MoDem avait déposé un amendement, je reste fidèle à la position qui était la mienne. Voilà, la nôtre, je vais dire la nôtre. Alors, Madame la députée Capdevielle, je vous remercie de vos propos. Bon... évidemment, ils sont flatteurs. Alors, je ne peux qu'y être sensible, mais en tout cas, ils font aussi du bien parce que on peut entendre la critique, mais c'est aussi, ça fait du bien aussi d'entendre un peu de positif. Vous m'avez posé la question des langues régionales et de ce recours, c'est ça qui accroche, de ce recours que j'avais signé. Alors, Madame la députée, moi, les langues régionales, elles font partie de notre patrimoine, et d'ailleurs, c'est inscrit dans la Constitution. Donc, je veux dire, je suis tout à fait en phase avec cette donnée qui est, de toute manière, constitutionnelle. Et c'est notre richesse, j'en suis bien d'accord. Mais, alors mon mais, c'est ça, c'est que la Constitution dit aussi que la langue de la République est le français. Et ce que j'observe, c'est que ce français, cette langue, elle est en perte de vitesse dans tous les domaines, même dans le domaine du droit. Alors que, comme vous le savez, dans les instances, dans les cours européennes de justice et même à l'ONU, dans des instances internationales comme l'ONU, le français était une langue de travail. Mais on ne l'entend plus du tout parler. Lorsque nous avons fait notre mission avec mon collègue Lecoq, mon ex-collègue Lecoq, sur l'ONU, on a constaté qu'on ne parlait plus que l'anglais. Donc, je suis surtout très attachée à ce que l'on défend le français, ce qui n'est pas exclusif, évidemment, de l'enseignement des langues régionales. Alors, ce recours que nous avions déposé, parce que je n'évite pas la question que vous me posez, précise, en réalité, il concernait l'obligation pour une commune qui ne disposait pas d'établissement dispensant un enseignement de langue régionale, de prendre en charge financièrement le coût que représenterait la prise en charge dans une commune limitrophe. Et alors, nous nous sommes trompés, nous les signataires, puisque ça n'a pas été validé par le Conseil constitutionnel, nous nous sommes trompés, nous nous étions fondés sur la circonstance que l'enseignement des langues régionales n'est pas obligatoire. Nous nous sommes trompés.
dont acte, mais ça ne signifie absolument pas que je ne suis pas favorable à l'enseignement des langues régionales et même à leur subventionnement, au contraire. Mais je souhaite que ça ne se fasse pas, ça c'est à titre personnel, au détriment de l'enseignement du français qui est déjà alors ne pas négliger l'enseignement, mais enfin dont l'utilisation est malheureusement de plus en plus réduite. Voilà. Et vous le savez, dans le domaine du droit, c'est à mon avis très préjudiciable. C'est très préjudiciable à nos concepts. Nous avons des concepts en droit qui méritent d'être défendus, et parce que ça éviterait les contrats qui font 350 pages et d'ailleurs qui oublient aussi une circonstance qu'on n'a pas pu prévoir. Hein. On prendrait le bon père de famille, on sait bien qu'il ne faut pas mettre le bon père de famille, il sait bien qu'il ne faut pas mettre le chat dans le micro-ondes. Bref, je referme la parenthèse, mais le français nous fait perdre, la perte de vitesse du français nous fait perdre aussi une influence en termes de droit. Bon, j'étais un peu longue. Mes chers collègues, il y a beaucoup de prises de parole vraiment de bas niveau, mais qui parasitent l'écoute de Mme Wisniewski. S'il vous plaît, un peu de silence, à la demande d'ailleurs de beaucoup d'entre vous. J'ai reçu quelques SMS. Madame Wisniewski, je vous en prie. Monsieur le député Marlex, merci pour votre propos introductif. Et c'est vrai que cette référence au surmoi et au ça, je crois, est une excellente formule. Alors, vous m'avez interrogé sur l'extension des règles concernant le lobbying aux membres du Conseil constitutionnel. Oui, de même que je suis favorable, bon, même si il faut pas me lancer non plus complètement sur la HATVP, mais je suis favorable à ce que nous fassions, que les membres du Conseil fassent les déclarations que vous faites, que j'ai faites, parce que il n'y a pas de raison qui justifie cette exclusion. Au demeurant, si je me souviens bien, le Conseil constitutionnel avait écarté pour les déclarations, hein, il avait écarté cette obligation pour une raison de forme, pas sur le fond. Donc je crois qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Est-ce que c'est vous, monsieur le député Marlex, qui m'avez posé les questions des règles de déport qui manquent de clarté? Alors, le sujet est le même dans toutes les juridictions. On ne peut pas prévoir de critères, je dirais, positifs. Moi, je pense qu'on peut prévoir un critère négatif. C'est ce que fait le règlement, d'ailleurs, du Conseil constitutionnel, puisqu'il dit que la seule circonstance d'avoir participé à l'élaboration d'une loi n'impose pas le déport systématique enfin, il dit ça à peu près, hein, n'impose pas le déport systématique du membre du Conseil constitutionnel concerné. Et c'est pour ça que j'avais répondu, monsieur le rapporteur, à votre questionnaire, que évidemment, ce serait une appréciation in concreto. Et là encore, comme on n'a pas, on n'est peut-être pas suffisamment objectif lorsqu'on est tout seul, eh bien, je pense que c'est une discussion qui doit se faire avec le président, le cas échéant, avec les autres membres aussi du Conseil. La députée Froger. Alors, vous m'avez parlé beaucoup des cavaliers. Je crois que j'y ai répondu. Et oui, et alors et vous avez évoqué la possibilité de permettre aux parlementaires de défendre leurs textes. Pourquoi pas? Mais comment et qui? Alors comment on le voit bien? Parce que maintenant, comment on le voit? Enfin, on peut l'imaginer parce que on a beaucoup critiqué le Conseil constitutionnel pour une procédure un peu opaque, en tout cas dans le contrôle a priori, pas dans la QPC qui est d'abord très réglementé et qui donc il y a des audiences chaque semaine, public, des avocats, bon, bref. Mais c'est vrai que pour les examens a priori, le contrôle a priori, ça a été assez longtemps, peut-être pas opaque, mais plus confidentiel. Mais la procédure, d'abord il y a un règlement de procédure qui a été établi au sein du Conseil récemment. Et puis, oui, mais
enfin, moi, je pense que c'est une avancée qui mérite d'être soulignée. Et surtout, le Conseil entend beaucoup d'intervenants. Et il entend pas mal de parlementaires. Donc, bon, alors, bon, bref. En tout cas, il entend des parlementaires. Et donc, alors, je ne sais plus comment on appelait ça, les portes... bon, bref, c'est étroite. Voilà. Bon, voilà, les contributions... Enfin, elles sont maintenant elles sont élargies et beaucoup plus publiques. Donc, moi, je trouve l'idée très séduisante. Mais je ne sais pas dire comment ça pourrait se mettre en œuvre. Parce que qui irait ? Bref, donc ça reste un sujet intéressant, mais qui mérite d'être creusé. Alors, Madame la députée Cavidi, vous m'avez en fait interpellé sur la proposition de loi de Stéphane Peu, dont j'ai parlé dans mon propos liminaire, parce que je trouve qu'elle est intéressante, mais j'ai déjà répondu un peu. Je vais peut-être répondre plus précisément. D'ailleurs, vous voyez, je l'avais même apporté avec moi, compte tenu du débat qui existe actuellement. Alors, je l'ai dit, pour ce qui concerne pour ce qui concerne la parité, Madame la députée, j'ai observé que dans son texte, dans sa proposition de loi constitutionnelle, Stéphane Peu, ou vous, enfin, vous étiez assez prudent, parce que on s'efforce. Parce que la parité, ça ne va pas être évident non plus. Donc, on s'efforce de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Moi, je suis complètement d'accord, hein, évidemment. Mais j'observe que c'est s'efforce. Après, dans le texte qui suit, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les 3 membres qui devaient avoir la qualité de professeur ou de juge qui ont exercé pendant 10 ans. Et peut-être qu'on viendra aux critères. Mais enfin, là encore, ce sont des critères qui sont difficiles à mettre en œuvre, puisqu'il y a 3 autorités de nomination qui désignent en même temps. Donc, pardon, mais je ne vois pas comment ça peut le faire. Bon, voilà. Alors, sur le recours contre les décisions devant la Cour de cassation. Alors, même si je viens de la magistrature judiciaire, non, je ne crois pas que la Cour de cassation pourrait examiner un recours contre des décisions de ce type. Ça n'est juste pas imaginable en termes d'organisation des pouvoirs, tout simplement. Hein. Alors, après... sur l'élection du président par les pairs. Bon, c'est un sujet qui a déjà été beaucoup débattu et ça n'est pas dans notre tradition. Où est-ce que ça existe, ça, l'élection par les pairs au sein des juridictions, si on va un peu vite et si on estime que le Conseil constitutionnel est quasiment une juridiction. Cette élection par les pairs, elle existe dans les juridictions internationales. Mais pourquoi ? Parce que ce serait impossible de dire qui serait le président chaque État désigne un membre. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a l'élection. Et donc, je ne suis pas opposée par principe. Je dis que ça n'est pas dans notre tradition juridique. Alors, enfin, sur les incompatibilités. Bon, c'est un peu aussi difficile pour moi de m'exprimer complètement de manière objective, puisque je suis concernée par cette affaire d'incompatibilité de 10 ans. Alors, moi, je dis, c'est ça le problème des réglementations, c'est que pourquoi 10 ans, pourquoi pas 5, pourquoi pas 3, c'est toujours la difficulté quand on réglemente. Et c'est pour ça que j'ai dit, et je vous ai dit que moi, je préférais l'appréciation par les commissions parlementaires, avec peut-être une modification du droit de vote. Enfin, sur le casier judiciaire, ça, je suis d'accord. Et sur les opinions dissidentes, ça va me permettre de développer un peu la position qui est la mienne, mais dont j'ai fait part dans les réponses au questionnaire écrit. Alors là, j'ai une position qui est un peu différente de la majorité des membres du Conseil constitutionnel actuel et passé d'ailleurs, et de la majorité sans doute de la doctrine aussi. Alors, d'une manière générale, et en tant que juge, parce que ça me concernait aussi quand j'étais juge, je pense que
on ne peut pas publier d'opinions dissidentes sur les décisions qui sont rendues par l'ensemble des juridictions françaises chaque jour, parce que ces décisions concernent des personnes. Pour le Conseil constitutionnel, les décisions concernent des principes, mais c'est vrai que de plus en plus, avec la QPC et autres, elles concernent des personnes. C'est pour ça que peut-être que ma position est susceptible d'évoluer. Je pense qu'il y a... L'argument ne vaut plus de la confidentialité pour les personnes, et je pense qu'il y a des intérêts à publier une opinion dissidente pour la transparence du délibéré, pour les évolutions jurisprudentielles, parce que ça permet de nouer des discussions à la doctrine et autres, et puis surtout, parce que ça permet de montrer, et je pense que cela permettrait aussi de mettre un terme à beaucoup de critiques qui sont adressées au Conseil constitutionnel, ça permettrait de montrer que le Conseil constitutionnel statue en droit et pas en fonction de considérations politiques. Donc c'est pour cela que je trouve intéressante l'idée des opinions dissidentes. Mais j'entends bien aussi la position de ceux qui estiment que la collégialité impose aussi qu'elles vont ensemble, que la collégialité et le secret du délibéré vont ensemble. Moi, j'entends aussi cet argument. J'entends aussi qu'il protège les juges. Donc, je crois que là, le sujet n'est pas assez mûr. Il n'est pas suffisamment mûr. J'entends aussi que dans le cadre d'un contrôle a priori, ça pourrait être encore une possibilité, une troisième chambre de discussion, ce qui n'est pas possible non plus. Donc, je pense qu'il faut être prudent et il faut encore beaucoup discuter sur ce sujet. Voilà, je crois que j'ai fini de répondre à la première salle. Trop longuement, pardon, mais comme ça, peut-être ça... Merci Madame Wiśniewski. Nous avons en effet une série de 8 questions à venir avec une coupure à 17h. Par conséquent, Madame Wiśniewski, entre la complétude et la synthèse, je vous suggère de faire le choix de la synthèse pour les questions qui vont venir. Et je laisse d'abord Monsieur le rapporteur vous poser une question supplémentaire, après quoi je passerai la parole à Monsieur Jonathan Géry. Merci. Ton micro. Pardon. Merci Monsieur le Président. Je vous ai bien écouté. Et je voudrais revenir sur le fait que vous avez souvent mis en avant, pour justifier l'impartialité, la neutralité en quelque sorte dans votre mission, du fait que vous ne pouviez quand même pas vous départir de vos convictions. Vous n'avez pas par ailleurs prononcé le mot valeur, mais enfin on pourrait imaginer qu'il se confronte aussi dans cette approche de votre fonction. Mais je voudrais vous poser une question en l'illustrant avec un exemple. Notre bloc de constitutionnalité dispose, et c'est bien heureux, de la charte de l'environnement qui date de 2005, dans laquelle un certain nombre d'articles, une douzaine, visent à protéger les citoyens et l'environnement. Nous avons par exemple un article qui dit que tout citoyen a le devoir de contribuer à la défense et à la protection de l'environnement. Or, à ce jour, de très nombreuses dispositions récentes présentes dans nos projets de loi et propositions de loi enfreignent manifestement des articles de cette charte de l'environnement, et en particulier ce devoir de contribuer à la défense et la protection de l'environnement. Je prends le cas de celle loi agricole qui sera discutée ce soir en CMP et qui autorise l'épandage de produits chimiques et phytosanitaires sur des parcelles voisines, enfreignant par effet de bord le droit à la propriété, puisque les dérives de pesticides se muent en déchets toxiques et polluants pour les propriétaires des parcelles voisines. Donc nous voyons ici, dans ce cas précis, que nous avons une sorte de percussion de plusieurs droits fondamentaux: le droit d'entreprendre, le droit de la propriété, le droit de l'environnement, le droit à la libre expression, le droit de manifester, le droit à vivre dans un environnement sain. Bref, un ensemble de droits fondamentaux qui tous sont présents dans notre bloc de constitutionnalité, dans un des dispositifs ou l'autre, et qui entrent en concurrence, soit à l'intérieur d'un même texte, soit parfois qui font rentrer en concurrence plusieurs textes différents. Donc,
vous évoquez cette subjectivité, cette conviction, ces convictions et ces valeurs qui doivent animer votre mission. Mais pour le coup, ces trois valeurs-là, c'est ce qui fonde en quelque sorte l'appréciation et les affects politiques. Donc comment vous pouvez finalement justifier que votre mission ne sera pas éminemment politique, puisque justement, elle met en articulation la subjectivité, les convictions, les valeurs? Et quelle priorité donnerez-vous d'ailleurs dans l'exemple que je vous ai cité? Merci. Jonathan Géry. Merci, Monsieur le Président. Après que certains collègues ont évoqué le risque de dérive d'un Conseil constitutionnel constituant, je souhaiterais vous interroger, Madame, sur le risque d'un Conseil constitutionnel législateur. Si l'article 24 de notre Constitution dispose que le Parlement vote la loi, les décisions du Conseil s'apparentent assez régulièrement à une action législative. Première illustration, la question des cavaliers législatifs que vous avez déjà évoqué. Donc, ces dernières années, le Conseil a usé d'une lecture extrêmement restrictive de la notion de lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis, qui conditionne la recevabilité des amendements, et ce, selon l'article 45. Ce faisant, le Conseil a restreint passablement le droit d'amendement des parlementaires et dans l'exercice de leur pouvoir législatif. Seconde illustration, la décision du Conseil du 28 mai 2024 incluant les étrangers en situation irrégulière dans le champ des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Le Conseil a ainsi élargi passablement les contours de la loi. Il s'est même octroyé un pouvoir législatif que les parlementaires n'auraient pu avoir du fait de l'article 40, car cette décision participe évidemment à l'aggravation d'une charge publique. Cette décision modifie donc la loi et a une incidence sur le budget sans intervention du législateur. Ma question, considérez-vous que le Parlement, à travers lequel le peuple exerce sa souveraineté, comme le dispose l'article 3 de la Constitution, a le monopole du vote et donc de la modification de la loi? Merci. Béatrice Rouleau. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame, après avoir évoqué le fond, permettez-moi une dernière question de notre groupe sur la forme. Si la neutralité du Conseil constitutionnel ne figure pas en toutes lettres dans notre texte suprême, le peuple français considère que ses membres doivent, tout comme tout juge, donner l'apparence de la neutralité. Cela est important pour deux raisons essentielles qui ne sont pas sans répercussion sur le peuple français. Tout d'abord, son rôle de garant de la conformité de la loi à la Constitution relève d'une tâche technique, juridique, qui devrait exclure par elle-même toute appréciation politique. Si vous avez pu par le passé prendre part de manière notable au débat politique, cette fonction de membre du Conseil constitutionnel vous place de facto hors de ce champ. La deuxième raison est le processus même de votre nomination, qui est contesté par une partie des Français qui considèrent qu'il n'est pas normal de donner autant de pouvoir à une personne non élue. Si l'audition de ce matin n'est pas le lieu de cet après-midi plutôt, n'est pas le lieu pour remettre en cause les institutions comme certains collègues ont pu le faire, que j'invite plutôt à déposer une proposition de loi constitutionnelle, il n'en demeure pas moins que la manière dont vous pourriez exercer ces fonctions en cas de confirmation de votre nomination apparaît à mon groupe comme déterminante pour son vote. Par le passé, certains membres du Conseil constitutionnel ont pu prendre des positions publiques, politiques, y compris pendant les campagnes électorales, ce qui a participé à faire grandir la défiance d'une partie des Français, qu'une partie des Français peut avoir à l'encontre de l'institution que vous pourriez rejoindre. Ainsi, Madame, comment envisagez-vous de mettre en pratique cette apparence de neutralité ? Je pense particulièrement à vos potentielles prises de parole publiques, voire médiatiques. Je vous remercie. Merci. Stéphane Mazard. Monsieur le Président, je me félicite de votre proposition, de la proposition de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour que vous puissiez intégrer le Conseil constitutionnel. J'ai eu l'honneur de travailler au sein de cette commission à vos côtés, Madame Wiśniewski, entre 2017 et 2022, et je peux témoigner de votre expertise dans le domaine du droit, de votre indépendance, vous l'avez rappelé, et notamment à chaque fois qu'il a fallu défendre les grands principes de notre État de droit. Et je vous sais très attaché à ces grands principes de notre État de droit.
et notamment lorsqu'ils sont bousculés par des questions légitimes de société qui veulent effectivement parfois faire bouger les lignes sur un certain nombre de sujets. Et je sais que vous restez assez intransigeante donc, sur la préservation des grands équilibres de notre état de droit. Justement, ma question porte sur cette confrontation qui est inévitable entre nos grands principes, que parfois nous voulons intangibles, mais qui doivent aussi quand même répondre à certaines exigences portées dans notre société. Et puis une question, la même que j'ai posée d'ailleurs ce matin à Richard Ferrand. Quelle est votre position par rapport à la présence de droit des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel? Merci. La parole est à Hugo Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Je vais être assez efficace. Madame Wiśniewski, vous n'avez pas répondu à ma collègue tout à l'heure sur enfin pas réellement sur les ordonnances non ratifiées. Non ratifiées par le Parlement, pour lesquelles les QPC sont éligibles et pour lesquelles du coup le Conseil constitutionnel a décidé que finalement il n'y avait pas besoin de les ratifier pour qu'elles aient valeur législative, ce qui fait que depuis ce moment-là, on n'a plus de ratifications qui nous sont soumises à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est quand même un problème majeur. Puisque l'article 38, vous le connaissez, hein, de dessaisissement de l'Assemblée, la contrepartie, c'est que quand même derrière, on doit ratifier. Du coup, la question est, est-ce que vous êtes prête à soutenir un changement de jurisprudence du Conseil constitutionnel pour revenir sur cette décision? Ce qui était décidé dans un sens peut être décidé dans l'autre sens par le Conseil constitutionnel, évidemment, au vu de vos convictions. Et moi, je crois qu'il y a un exercice très hypocrite là, ici, puisqu'on a besoin de savoir ce que vous allez décider ou quelle grande direction vous allez avoir. Sinon, à quoi bon avoir cette discussion? Enfin, je veux dire, sinon ça n'a pas de sens. Et je comprends bien l'exercice qui est de dire je ne me prononce pas, on verra quand j'y serai. Mais c'est quand même assez difficile. Deuxième question, c'est sur finalement où est-ce que vous mettez la question du respect des principes qui sont dans nos textes, dans le bloc de constitutionnalité, et puis on va dire l'ordre public parlementaire. On a souvent beaucoup parlé de clarté et de sincérité des débats. Quand on s'est fait violenter en tant que parlementaire sur la réforme des retraites avec l'usage abusif et concomitant d'un certain nombre d'articles de la Constitution pour nous empêcher de voter et de discuter avec des ordres du jour contraints, etc., à la fin, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est aussi à un moment donné de taper du poing sur la table en disant non, ce n'est pas constitutionnel comme sincérité et clarté des débats, parce que c'est un principe qu'on met souvent en avant, mais qui est très peu repris par le Conseil constitutionnel lui-même. Et au final, petit à petit, l'exécutif vient rogner comme ça sur le fonctionnement du Parlement, nous rationalisant à l'extrême, puisque c'est le terme qui est consacré sur le sujet. Vous avez vous-même repris la sobriété législative. Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train d'intérioriser l'intendance parlementaire comme étant une exigence constitutionnelle? La parole est à Gabriel Catala. Merci, Monsieur le Président. Merci à notre rapporteur pour son travail, chère Madame. Bon, à la différence de Monsieur Ferrand, on peut se féliciter qu'au moins vous ayez été magistrat et que vous ayez certaines connaissances sur le sujet. Moi, j'ai plusieurs questions. Vous avez rappelé que vous aviez travaillé étroitement avec Madame Braun-Pivet quand vous étiez à la Commission des lois. Si mes souvenirs sont bons, en 2020, vous aviez soutenu la loi qui s'appelait « Mesures de sûreté » à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes, qui a été intégralement censurée par le Conseil constitutionnel et qui a été proposée par Madame Braun-Pivet. Donc comment peut-on aujourd'hui prétendre vouloir être juge constitutionnel quand on a soutenu des dispositions ouvertement anticonstitutionnelles sur lesquelles nous avions des alertes de la Défenseure des droits, du Conseil d'État et d'un certain nombre de juristes? Il en va de même pour l'immigration, puisque là, si vous êtes nommé, vous allez être amené à vous prononcer sur cette loi que nous, on qualifie de scélérate, qui est la fin, finalement, du droit du sol à Mayotte et qui va s'ouvrir ensuite dans d'autres territoires. Et vous, en 2023, vous aviez voté la loi immigration, où il y avait cet article 81 qui mettait fin au droit du sol en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte. Donc, est-ce que vous allez vous déporter de cette affaire lorsque ce sera mis devant vous au Conseil constitutionnel? Et je vois que vous aviez aussi, j'ai regardé tous vos anciens tweets, et sur l'immigration, vous mentionniez « Avec nombre de parlementaires de la majorité présidentielle, je souhaite que la CMP soit conclusive, parce que c'est l'intérêt du pays que le Parlement légifère sur un sujet aussi important quand la voie du référendum a été écartée. J'en déduis que, pareil, si par malheur l'extrême droite accédait au pouvoir en 2027, vous valideriez un référendum sur l'immigration. Est-ce que là aussi, vous vous déporteriez dans cette affaire-là ?
Et j'ai regardé aussi les autres scrutins, et notamment vos commentaires pour compléter la question de mon collègue Bernalicis sur la réforme des retraites. Je pense que quand on est magistrat, on doit faire preuve de rigueur. Je regarde ce que vous déclariez sur la présidence de l'Assemblée nationale. La personnalité d'André Chassaigne n'est pas en cause, mais Mme Braun-Pivet est désormais la mieux placée pour faire barrage à l'extrême gauche. Est-ce que quand on est magistrat, on ne ferait pas bien de lire les décisions du Conseil d'État? Pour le groupe écologiste et social, Emmanuel Duplessis. Oui, merci Monsieur le Président. Madame Wiśniewski, le 19 décembre 2023, alors que vous étiez encore député, vous votiez la loi immigration. Pourtant, au même moment, près de 40% de votre groupe de l'époque, le MoDem, avait décidé de voter contre ou de s'abstenir sur cette loi qui était manifestement inconstitutionnelle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'avait d'ailleurs assumé à l'époque devant l'Assemblée. Il savait que le texte présenté au vote contenait des mesures manifestement et clairement inconstitutionnelles. Quelques mois plus tard, le Conseil constitutionnel a logiquement retoqué 35 articles sur les 86 de la loi immigration. Puisque vous aviez à l'époque voté une loi que vous saviez inconstitutionnelle et que vous votez toujours conformément à vos convictions, vous l'avez réaffirmé plusieurs fois durant cette audition, ma question sera très simple. Pourquoi aujourd'hui nous devrions vous faire confiance à votre capacité à défendre les droits et libertés et les principes de notre Constitution? Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Éric Martineau, pour terminer. Vous ne voulez pas vous exprimer, Monsieur Martineau? Eh bien, écoutez, nous allons gagner 2 minutes. Madame Wiśniewski, je vous propose de répondre aux questions posées par nos collègues parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Vous m'avez demandé d'aller très vite. Alors, pour ce qui concerne votre question, Monsieur le rapporteur, je crois que j'y ai déjà répondu, ou sinon je voudrais développer sur l'environnement, ce serait beaucoup trop long, sur la protection constitutionnelle de l'environnement, ce serait beaucoup trop long. En revanche, vous m'avez surtout demandé comment vous allez faire ou quels principes contradictoires vous allez appliquer. Je crois que j'ai dit dans mon propos liminaire que la tâche du juge et juge judiciaire, membre du Conseil constitutionnel, c'est souvent de devoir concilier des intérêts légitimes, juridiquement protégés, mais souvent opposés, souvent contraires. Je veux dire, je faisais ça, c'était mon office en qualité de juge. Alors, le Conseil constitutionnel, il prend ses décisions en respectant 3 principes. Je crois qu'on le faisait aussi, c'est la manière aussi dont travaille le Conseil d'État. Mais c'est vrai qu'on respecte 3 principes, la nécessité, la proportionnalité et l'adéquation. Et je crois qu'on procède comme ça. Pour ce qui concerne monsieur le député Géry ou Guéry, c'est Géry, pardonnez-moi. Je crois que j'ai déjà répondu à la question que vous avez posée. Monsieur le député Rouleau, aussi, parce que... Madame, pardonnez-moi, parce que je n'étais pas à l'Assemblée en même temps que vous, et du coup, vous m'avez aussi interpellé sur l'apparence de neutralité, mais je ne veux pas lasser mon auditoire en répétant à plusieurs reprises que j'ai déjà exprimé, mais j'ai beaucoup répondu sur l'apparence de neutralité. J'ai même donné un exemple de la pratique de déport lorsque j'étais magistrat judiciaire. Et évidemment, ce sont des questions qui s'apprécient in concreto. Je ne peux pas dire plus. Les mécanismes sont là. Les mécanismes juridiques sont là. Le statut est là aussi pour répondre à ces difficultés. Monsieur le député Mazars, merci pour votre question. Merci, monsieur le député, mais si je savais où vous étiez, bien sûr. Évidemment, je suis sensible à votre appréciation, bien sûr. Mais vous m'avez interrogé sur la difficulté de la
confrontation, enfin, du questionnement des grands principes par les questions de société, et ensuite ma position surtout par rapport à la présence de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Alors, sur les grands principes questionnés par les questions de société, monsieur le député Mazars, je voudrais encore 3 heures. Je ne crois pas que monsieur le président va me les accorder. Ce n'est pas possible. Alors, en revanche, sur ma position concernant les anciens présidents de la République, alors, je vais peut-être ne pas aller dans le sens général, mais... je sais que, et d'ailleurs nous avions prévu, enfin nous, il faut que j'arrête de dire nous, mais ça m'a marqué bien sûr, il y a eu un projet de révision constitutionnelle lorsque j'étais députée dans cette commission et qui prévoyait cette suppression de la présence des anciens présidents. Mais moi je crois qu'elle peut apporter beaucoup aussi. Après, pour être honnête, c'est peut-être une circonstance historique, cette présence des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel. Et c'est vrai qu'on ne la retrouve pas dans l'ensemble des cours constitutionnels des grandes démocraties. Donc peut-être faudra-t-il mettre un terme à cette présence. Alors, monsieur le député Bernalicis, je ne peux que vous inviter à légiférer. Ben oui. Comment? C'est la réponse. Il n'y en a pas d'autre. Ben si. Je veux dire, si vous pouvez... Ben, enfin, pardonnez-moi, moi c'est ma réponse. Alors, c'est votre question et moi c'est ma réponse. Alors, voilà. Mais il arrive que pour modifier peut-être une jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est arrivé que le constituant révise la Constitution. Bref, alors, je vous ai déjà dit quelle était ma position, qui est... Je n'élude pas les questions qui même peuvent être parfois un peu sensibles. Je ne les élude pas. Mais j'estime qu'il y a une limite à ce que je peux exprimer aujourd'hui, en tout cas. Alors, madame, je pense que chacun son office. Lorsque vous avez parlé aussi de l'ordre public parlementaire, chacun son office. Madame la députée Catala, vous avez fait allusion à cette proposition de loi sur les mesures de sûreté, mais sauf erreur de ma part, je n'étais pas favorable à cette proposition de loi et je me suis exprimée à plusieurs reprises là-dessus. Alors oui. Bon, si on est bien d'accord sur le texte qui était celui qui prévoyait d'imposer une peine supplémentaire, si je puis dire, à l'issue de l'exécution de la première peine, une mesure de sûreté. Bon, alors, Madame la députée, je vous renvoie au débat. Voilà donc pour les temps forts de cette audition de Laurence Vichnievsky, candidature proposée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour siéger au Conseil constitutionnel. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette séance sur lcp.fr. Je vous dis à très bientôt pour voir ou revoir d'autres moments parlementaires. Ciao, ciao.